Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Fred Miram Martrose, qui vient de sortir un livre formidable, Ma Pipi lumineux, mais aussi le recevoir en tant que vice-président de la Ligue de football. Il l'était en tout cas jusqu'à décembre 2020. Bonjour Monsieur Martrose, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bonjour aux auditeurs qui nous écoutent et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, nous sommes le 1er février, mais vous avez peut-être encore le temps de faire des vœux, souhaiter des vœux à la population martiniquaise qui nous écoute, qui nous regarde, si vous le souhaitez, puis particulièrement aux Robertins et Robertines. Oui, je vais d'abord m'adresser aux Robertins et ensuite aux Martiniquais et Martiniquaises en leur souhaitant des vœux pour une année meilleure que celle que nous venons de vivre. Que chacun œuvre pour une Martinique beaucoup plus solidaire, plus apaisée, et puis que ce contexte sanitaire qui change notre vie, qui bouleverse notre vie, nous abandonne le plus rapidement possible. Donc, dans cette période encore très sombre, je demande à tous les compatriotes martiniquais de s'armer de courage et surtout d'espérance et de rêver d'un lendemain meilleur pour tout le monde. Très bien. Alors, en bon Robertin que vous êtes, Monsieur Fred Miram Martrose, vous avez aussi d'autres Robertins qui ont fait des choses merveilleuses, telles que ce fameux monsieur qui s'appelle Monsieur Mérine, Félix Mérine, UFR. On peut citer UFR sans faire de la publicité, puisque tout le monde connaît cette fameuse voix de l'UFR Chanflore. Et qu'est-ce qui vous a décidé à sortir un livre le concernant? Est-ce que c'est le côté chauvin Robertin? Puisque vous êtes assez chauvin, Robert, il faut le dire aussi. C'est ce qu'on dit, mais c'est plus une qualité qu'un défaut. Non, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans de cela, une cousine qui est passionnée de photos m'avait demandé de suivre avec moi le Tour des Yoles, parce que je le suis en qualité d'arbitre des Yoles. Et elle avait été émerveillée, enthousiasmée par la manifestation elle-même, mais par la prestation des Yoleurs, et particulièrement celle de Félix Mérine. Et à l'issue de la dernière étape, elle m'a dit non, mais il y a des choses à graver dans le marbre concernant la Yole, concernant les Yoleurs, et plus particulièrement Félix Mérine. Il serait souhaitable que de son vivant, on lui ait dit un livre. Alors je lui ai dit oui, mais c'est bien beau, mais est-ce que j'en ai la capacité? Donc j'ai réfléchi. Et chaque fois qu'elle me voyait, elle me demandait, le livre a commencé. Alors, je ne lisais pas encore. Et puis, jusqu'à ce qu'elle m'écrive un courrier qui est dans l'une des premières pages du livre, où ça a été vraiment le déclic. Bon, après, il fallait voir le contenu du livre, parce que pour moi, il n'était pas question du tout, dès le départ, de faire un livre pour rappeler le palmarès de Félix Mérine, pour dire qu'il est beau, qu'il est fort, qu'il est gentil. Ça, tout le monde sait ça. Donc, il fallait trouver un fond au livre. Et le connaissant très bien, parce que c'est un Robertin de ma génération, je l'ai suivi depuis ses débuts, je me suis souvenu que lorsque on lui a attribué la médaille de l'ordre du cheval, l'ordre national du mérite, il m'avait demandé d'être son parrain. Et j'avais à faire une présentation de lui. Et pour cela, je m'étais tourné vers son psychologue, Fred Galva, qui est son coach perso. Et j'ai dit à Fred, donne-moi 2 mots pour qualifier Félix Mérine. 2. Fred m'a répondu, résilient et généreux. Et j'ai dit tout de suite, voilà le fond de mon livre. Ouais. Et je suis parti de son récit de vie pour expliquer comment un garçon qui est, comme la plupart d'entre nous, parti vraiment de rien, de parents très modestes, qui n'a pas un cursus scolaire poussé, a pu réussir autant dans la vie sportive, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, Félix Mérine, tout le monde voit le yoleur, mais derrière, il y a l'homme, qui est aujourd'hui un chef d'entreprise qui emploie pas moins de 25 Martiniquais. Et quand on regarde ça, on constate bien que c'est un phénomène de résilience qui est né des blessures de sa vie, qu'il a mis en place et qui lui a permis de se transcender, de ne jamais reculer. Et puis j'ai voulu aussi mettre en évidence les valeurs que Félix véhicule au travers de la Yole, des valeurs de travail, d'abnégation, de persévérance, de respect, de sportivité, et tout ça. Et puis le dernier, c'était remercier à sa place tous les gens qui l'accompagnaient, parce que la vie de Félix est faite de m'étendu
Beaucoup de gens l'ont aidé sur tous les domaines à cause justement grâce à ces valeurs. Et Félix l'a dit dans le livre, d'ailleurs, je vous remercie de mon fond du cœur, parce qu'aux côtés de ma famille, vous avez été les architectes de ma construction. Oh là. Alors, c'est un poète, cet homme, mais c'est vrai aussi que Félix Mérine, le nom qu'il porte, Mérine, c'est pas le nom de son vrai père. Donc, il y a aussi, c'était peut-être une blessure pour lui qu'il a su, il a su dépasser. Et au lieu que cela l'affaiblisse, cela a peut-être permis de remonter sur tout ça et puis de devenir l'homme qu'il est. Oui, alors Félix, il perd très tôt sa mère, donc il laisse l'école très jeune pour aller aider ses frères et sœurs. C'est un peu le Michel Morin de la maison, il fait tout. Et puis, il découvre, assez tardivement d'ailleurs, que le nom qu'il porte n'est pas celui de son père biologique. Donc, il se décide d'intenter un procès pour changement de nom. Et finalement, il est convaincu du contraire par sa sœur, qui lui dit qu'on doit à notre mère ce nom, que tu es obligé de garder ce nom. Et finalement, Félix décide de le garder. Mais il n'a jamais oublié, après, parfois aussi des colibets qui lui ont été lancés en pleine rue quand il était jeune à ce sujet. Et il s'est dit que jamais il faut que cette personne ait raison. Et aujourd'hui, Félix est très proche de ses enfants, très proche de sa famille, parce qu'il ne veut pas que d'autres connaissent ce qu'il a vécu. Et c'est tout ça qu'il a forgé, qui lui a permis de s'auto-construire. Et est-ce que son père biologique a cherché à le rencontrer après, une fois qu'il était très connu, puisque généralement ça se passe comme ça? Apparemment, non, il a abandonné les recherches et il s'est satisfait de continuer à porter le nom de Mérine. D'accord. Alors, Mérine, c'est un nom très connu. Ce sont les, comment j'allais dire ça, pas les mulattes, mais enfin, c'est les notables du Robert, ça, les Mérines. Vous n'avez pas me démentir, monsieur. Pas tout à fait notable, disons que ce sont des gens bien. Alors, je vois une très belle photo avec Wendy Wenard et Félix Mérine, la fierté martiniquaise. Tous les deux sont souriants. Comment ils se sont rencontrés Alors, Wendy a été présentée à Félix par Fred Labiche. Fred Labiche, qui est aussi un Robertin. Qui est aussi un Robertin et qui est le manager de Wendy Wenard. Oui. Et quand Wendy vient à Martinique, elle loge chez Félix avec Fred le plus souvent. Et inversement, quand Félix est à Lyon, ils ont une relation très, très, très étroite. Et Wendy Wenard a publié l'an dernier un livre, Mon étoile. Oui. Et c'est Félix Mérine qui a réalisé la préface. Donc Félix tenait dans son livre à ce qu'il y ait un petit clin d'œil pour Wendy. Ce sont deux grands champions très proches. Elle est Robertine aussi Non, elle est Préchotine. Préchotine. Très bien. C'est un beau livre qu'il faut avoir parce qu'il y a beaucoup de belles photos, les images de l'aïeul. Parce que ça c'est un sport extraordinaire. Il y a vraiment, bon là je ne vais pas me mettre à lire ça maintenant. En tout cas, M. Fred Miram Martroz, j'ai oublié de le signaler lorsque nous avons commencé cette conversation, vous étiez commandant des sapeurs-pompiers à Fort-de-France. Oui. Et vous aussi, vous êtes ma pipi au Robert. Hein? Commandant des sapeurs-pompiers, c'est pas mal. Vice-président de la Ligue de football. Tout ça, ce sont des métiers d'abnégation. Lorsque vous êtes pompier, il faut aller au feu, au péril de votre vie. Lorsque vous voyez aussi vice-président de la Ligue de football de la Martinique, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec ce qui s'est passé ce week-end en Guyane. Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson qui a été scandée par les joueurs du club franciscain? On peut comprendre que c'était des vestiaires, on peut comprendre qu'il y avait la joie de faire quelque chose que personne n'avait pas encore fait, mais est-ce que ça vous a heurté? Je pense beaucoup de choses de ça. Déjà, les images sont vraies, sont choquantes pour les Guyanais. Peut-être pas pour les Martiniquais, pour les Guyanais. Et je comprends leur réaction, je comprends qu'ils aient eu envie, la volonté de réclamer des excuses. Je comprends aussi tout parfaitement que les dirigeants du club franciscain se soient excusés, au même titre que la Ligue de football, qui a envoyé un courrier officiel. Mais je crois vraiment qu'on aurait pu ne pas arriver là. Ce sont des images qui ont été tournées dans
dans un vestiaire d'après-match. Pour avoir fréquenté des vestiaires pendant les 50 ans de ma vie, je sais ce qui s'y passe. C'est quand même un lieu intime pour les joueurs de football. On aurait pu voir également des images de joueurs nus en train de fêter. Moi, je dis que ce qu'il y avait à retenir de ce match-là, c'était pas ça. Tu l'as dit dans ta présentation, c'est la première fois pour le football martiniquais qu'un club arrive à ce stade de la compétition. Ça, derrière ça, il y a des années de travail, des années d'investissement, des années de plein de choses. Et puis, un média quand même de ce niveau aurait pu quand même, aurait dû ne pas passer ces images. C'est ce que je me dis. Alors maintenant, c'est vrai que on pourrait dire aussi qu'on aurait dû interdire l'accès du média à ce moment-là dans les vestiaires. Et les joueurs de France vous le disent, ils vous disent que ça fait 60 ans qu'on chante ça et qu'on va continuer à chanter. Bon, alors, c'est vrai aussi qu'on est dans une époque d'immédiateté, on est dans une époque où la communication va vite. Ça aurait pu être des images diffusées par un portable sur les réseaux sociaux. Bon, mais venant d'un média, je dis quand même que le média a, tout comme le football, un rôle éducatif quand même. Je ne sais pas quelle a été la motivation de celui qui a fait ça. Parce que c'est vrai que dorénavant, nous avons un rôle à jouer au niveau des joueurs, puisque les choses aujourd'hui sont tellement vite répandues. D'ailleurs, je me souviens que, en tant que vice-président de la Ligue, il y a quelques années, j'avais rédigé un document pour les délégations qui partent à l'extérieur, de bonne conduite. On avait appelé ça la charte de bonne conduite des délégations. Et on insistait effectivement sur ces aspects. Bon, donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être en remettre une couche, puisque le président Pierrot, derrière, m'a appelé pour me demander de retrouver ce document pour le ressortir. Donc, il y a un travail à faire pour dire aux joueurs qu'on ne peut plus faire comme avant. Mais si on va plus loin, il faudrait revoir nos chansons de carnaval aussi. Hein. Moi, depuis que j'ai commencé à courir le carnaval, j'avais 4-5 ans, on chantait, et pétait mon davaval. Hein. On a toujours, après les victoires, nous pétait tout ça. Bon, ça aussi fait partie de notre culture. Donc, on est peut-être victime d'un héritage culturel et sociologique qu'il faut remettre à jour. Mais vraiment, je mets les doigts dans le feu. Je ne pense pas qu'il y avait une volonté du club franciscain d'insulter les Guyanais, d'injurier les Guyanais. Surtout que la réception des Martiniquais s'est très bien passée. L'accueil s'est très bien passé. Le match s'est bien passé. J'étais hébergé, vous avez vu l'hôtel, dans un excellent hôtel. Il n'y avait vraiment pas de quoi insulter les Guyanais. Et donc, aller dans ce sens-là, envenimer les choses, c'est créer des divisions entre Martiniquais et Guyanais. Et je crois qu'il faut qu'on revienne à la réalité et puis qu'on relativise ça, tout en sachant quand même que les joueurs doivent faire attention dans ces circonstances-là. Alors, vous avez parlé de courrier adressé à la Guyane. Est-ce que certaines personnes ne font pas une récupération de cette histoire? Parce que moi, je ne sais pas. Par exemple, j'ai vu que M. Boutrin a fait un courrier, le président de la CTM a fait un courrier. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu de récupération? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les politiques restent en dehors de cette histoire-là? Non, mais vous savez, il n'y a pas de football sans politique, hein, quels que soient les bords. Hein. Bon, non, mais il faut voir aussi que la réaction est venue de la Guyane, parce qu'il y a eu d'abord un courrier du président de la région, la CTM, la CTG de la Guyane, qui s'est élevé contre ses propos, qui a demandé des excuses publiques de la Ligue de football, des excuses publiques du club franciscain. Après, il y a eu un courrier du maire de Sinamari, qui s'est même promis d'interpeller le maire du François. Donc, il fallait réagir. Il fallait réagir avec un parallélisme des formes. Mais de part et d'autre, on est quand même dans une période politique, hein, puisque sans la CTG, quand la CTM, il y a des élections bientôt. Donc mais oui, mais on a envie de passer... C'est tout ça qui envenime le contexte et puis qui fait qu'il faut qu'on soit vigilant, quoi. Il faut qu'on soit vigilant. Je ne dis pas que les joueurs manquent de vigilance. Moi, je dis que ceux qui ont laissé pénétrer les médias dans les vestiaires ont manqué de vigilance. D'accord. Donc, désormais, vous pensez que c'est une règle à établir, que les médias n'accèdent pas? Oui, dans cet instant-là. Parce que ça dure, ce moment qui dure 3-4 secondes où les joueurs... Écoutez ça, Sinamari, quel sens ça? C'est-à-dire, les joueurs chantent ça parce qu'ils ont l'habitude de chanter ça. C'est des chansons presque à carnaval qui sont dans la période. Il y a pire dans les rues. Hein. Alors, il faudra faire attention, quand on va chanter Stalis Nas et Salopla, on va nous attaquer pour avoir insulté le préfet. Il faudra peut-être lui présenter des excuses. Donc, il faut quand même ne pas venimer les choses. Il n'y a pas eu de volonté de ma part, je pense, je suis convaincu, d'insulter les Guyanais.
on a de très bons rapports avec les Guyanais comme on a avec les Guadeloupéens. Nous sommes dans le même combat pour l'intégration FIFA. Donc, il ne faudrait pas que ça vienne ternir nos relations. Bon. La prochaine étape pour le club franciscain, c'est quoi? Eh bien, on attend le tirage au sort. Ça devrait être un gros club professionnel de Ligue 1. On peut envisager qu'il puisse gagner parce que, mine de rien, le François est quand même un excellent niveau. Quand on passe en Ligue 1, c'est autre chose. Hein. C'est des professionnels, c'est le climat, c'est le voyage. Pourquoi on ne les fait pas venir ici, les gens de Ligue 1? Parce qu'ils ne veulent pas. Et c'est pratiquement... Ils s'imposent. Parce qu'il n'y a pas de Coupe de France sans le football international, parce que c'est le football international qui finance le football amateur. Hein. Mais c'est clair que, compte tenu des déplacements, surtout aux Antilles, c'est trop long pour eux, c'est trop préjudiciable qu'ils ne viennent pas. Donc on nous impose d'aller. J'étais simplement en train de m'imaginer le club franciscain chanter, par exemple, le club Marseille, l'OM, Manchester City, mais bon, ça n'arrivera jamais en fait. Si on doit aller jouer dans l'hiver là, c'est pas évident. Puisqu'on parle de politique, quelle est votre opinion en ce moment? Comment les choses se passent à la Martinique après 50 mandatures pour la CTM, la toute première CTM? Est-ce qu'il y a des choses à votre avis qui méritent d'être changées dans cette CTM là? Ah non, mais je l'ai dit dans mes vœux, il faut aujourd'hui une Martinique plus soudée, plus solidaire, plus entreprenante, plus conquérante, parce qu'aujourd'hui, la Martinique a reculé. Et reculé à cause de quoi? Reculé à cause de cancans, reculé à cause de désaccords auxquels il fallait s'y attendre. C'est-à-dire, on ne mélange pas l'eau et le feu. Hein. Donc, à partir du moment où on est sur un accord électoral pour gagner, on voit bien les conséquences. C'est pas par hasard que avant, même si aujourd'hui on dit qu'il n'y a plus d'idéologie et puis que c'est du marchandage, tu me donnes un citron, on te donne un piment, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il y a quelques années encore, il y avait les partis de gauche avaient quand même une idéologie qui n'était pas celle de droite. Aujourd'hui, on estime que l'extrême gauche peut s'entendre avec l'extrême droite et on voit les résultats. Bon, et entre-temps, la Martinique recule. Forcément, la Martinique recule dans ces cas, en termes d'investissement, en termes de développement, en termes de comportement même des administrés. Aujourd'hui, on ne croit plus, on est découragé, on est défaitiste, il n'y a plus d'ambition, les jeunes ne se retrouvent plus au travers de la politique. Donc, il faudrait mettre un arrêt à ça. Et pour l'instant, les choses ne sont pas encore aussi claires qu'on le souhaiterait. Nous sommes à 3 mois des élections. Tous les candidats ne se sont pas encore vraiment déclarés, de façon qu'on ait une vision beaucoup plus large de leur programme, de leur vision politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un projet pour la Martinique. Il faut une équipe. Et puis, il faut un leader. Quoi. Mais vous savez bien que les gens ne regardent pas tellement le projet. Les gens votent des fois pour l'homme. Vous pensez bien, sinon, il y a certaines personnes qui ne seraient plus du tout vues dans le paysage politique. Aujourd'hui, nous savons que le président Marie-Jeanne, il avait déjà dit depuis un certain nombre d'années qu'il se représente. PIA, avec M. Nilon, il a annoncé sa candidature. Hein. Bon, j'ai vu une photo sur Facebook avec de la verdure derrière. M. Béirisson s'est déjà aussi présenté. M. Philippe Petit, il a annoncé sa candidature. Le MODEM aussi, en la personne de Max Orville, a annoncé sa candidature. Ça fait déjà pas mal de monde dans les starting blocks là. Oui, il y a d'autres qu'on attend. On attend notamment le positionnement de Serge Letchimy, il faut le dire. Oui. Bon, les gens qui me connaissent, ils sont nombreux, s'étonneraient que je garde la langue de bois. Mais enfin, tout le monde sait que le rôle que j'ai joué en 2015 aux côtés de Serge Letchimy, et à l'époque, je n'étais pas encore au Parti progressiste martiniquais. Pourquoi vous parlez au passé? Vous n'êtes plus à ses côtés? Non, mais je dis qu'en 2015, je n'étais pas encore au Parti progressiste. J'avais soutenu Serge Letchimy parce que j'avais reconnu sa compétence à diriger le pays. Entre-temps, je suis devenu membre du Parti progressiste martiniquais et même membre de la circonscription du Centre-Atlantique. Donc, je suis de ceux qui le poussent à revenir avec une équipe, avec un projet. Vous avez dit qu'on ne regarde pas le projet, mais le projet est important parce qu'il y a des choses structurantes pour la Martinique. Il y a plein de thèmes que vous pourrez citer, la jeunesse, l'éducation, la mer, l'économie, la biodiversité. Il y a plein de thèmes sur lesquels il faudrait quand même
qu'on disait aux Martiniques. Le transport encore, parce qu'on parle de transport, l'eau, l'assainissement. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels nous devons. Le chlordécone. Le chlordécone. Et quand vous voyez que là, les magistrats sont en train de se diriger vers un non-lieu, ça veut dire que la Martinique doit être debout. Vaste scandale. Mais je crois que le PPM, particulièrement, qui est un parti avec des valeurs, a un rôle à jouer dans ces élections. Et je pense que, personnellement, que la candidature de ce Jimmy se fait attendre. Bien. Dans ce qui se présente dans ce cas-là, vous avez parlé de circonscription, vous seriez tête de section dans la circonscription je ne sais pas. Centre-Atlantique, peut-être. Mon soutien ne fait pas partie de ces négociations. D'accord. Je l'ai fait en 2015 sans rien demander en retour. D'accord. Dernière question. À quand la fête du Haut-Béarn, la fête nautique du Haut-Béarn reviendra? Parce que ça a été une fête, c'était la plus belle fête communale et qui depuis a disparu. Je ne pense pas que ça soit dans les projets du maire. C'est-à-dire, parce que c'est... Et je me demande vraiment si on peut encore réaliser ça. Parce que la fête nautique d'avant, c'était déjà des hommes, c'était déjà des conditions de maire, c'était déjà des gens qui étaient spécialisés dans ça. Parce que pendant un moment, ça a été interrompu. Quand Édouard de Lépénite est arrivé au pouvoir en 89, on a essayé de la refaire, je crois, pendant 2 ans. Bon, ça n'a pas trop marché parce que les gens qui faisaient ça ont disparu. Ouais. On n'a plus ce savoir-faire là. Bon, on peut faire quelque chose qui ressemble, mais on ne fera jamais la fête nautique de ces années-là. Merci beaucoup, M. Fred Miram Martrose. Vous êtes venu nous parler aujourd'hui, entre autres, donc ce fameux livre, Le Mapipi lumineux, qu'on voit à l'antenne. C'est un livre qu'on peut trouver dans toutes les librairies. Les Boyantilles notamment, et puis les stations Vito en particulier, qui sont partenaires du livre. C'est partenaire, on peut annoncer le prix, c'est seulement 15 euros seulement. Ouais. Et vous n'allez pas regretter parce que franchement, il y a d'excellentes images, de très belles images dans ce livre, Le Papipi lumineux de Fred Miram Martrose. Merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien à Zouk Télévision. Et merci surtout pour votre franchise. Merci. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci chez vous de nous avoir suivis. À très très bientôt. Et on fait un petit coucou aussi à Mme Ghislaine Cordémy qui doit être en train de regarder l'émission de chez elle.